qui s'est passé il y a 10 ans, c'est qu'on a en France un développeur qui s'appelle Fabrice Bellard, qui a décidé de voir s'il ne pouvait pas prendre simplement un PC et le programmer pour qu'il calcule toute la forme d'onde d'un réseau radio 4G, et aujourd'hui 5G. Et c'est un peu comme ce qui s'est passé dans les synthétiseurs. Il y a très longtemps, il y avait des DX7, des D50, des Moog. Donc des machines. Des machines. Puis aujourd'hui, en fait, c'est des plugins qu'on met dans son PC pour faire sa musique sur son PC. C'est ça qu'on appelle la virtualisation des réseaux ? Oui, et la virtualisation des réseaux, c'est au lieu d'avoir des machines qui vont calculer l'onde radio, on va prendre un PC, dans le PC mettre un logiciel, il va faire des opérations mathématiques, transformées de Fourier, algèbre de Galois. Et si on sait programmer ça correctement, ça va aller aussi vite qu'avec une grosse machine. Alors au début, personne n'y croyait. Tout le monde lui disait tu n'y arriveras jamais. Et en quelques années, en programmant un processeur de façon très astucieuse, il a réussi à avoir les mêmes performances qu'une grosse machine. Et aujourd'hui, si on regarde ce que fait Samsung, le standard, c'est la virtualisation des réseaux radio. Et le leader mondial, c'est une entreprise française qui s'appelle Amarisoft, qui a plus de 1000 clients. Et c'est une entreprise que j'ai rencontrée il y a quelques années. Nous, on faisait de la gestion de grands réseaux, de grands clouds. Et on s'est dit, faisons du cloud, mais appliquons-le au réseau de télécom. Donc nous, ça faisait des années qu'on expédiait dans des usines de Peugeot ou de Mitsubishi des petits serveurs qui étaient déjà préinstallés pour faire tourner l'usine, même si elle se faisait déconnecter d'Internet. Et on avait une certaine expertise dans la gestion de grands systèmes comme ça. Et on s'est dit, tiens, on va prendre le système radio d'Amarisoft, la société qui a été fondée par Franck Spinelli et Fabrice Bellard, et on va faire un boîtier plug and play, on le branche n'importe où, et ça crée instantanément un réseau qui marche tout seul, un peu comme nos systèmes de gestion d'usine qui marchaient tout seuls. Et c'est comme ça qu'est né ce boîtier qui fait 2,4 kg, qui consomme très peu, 32 watts. Donc on peut même l'alimenter au solaire ou avec des batteries. Et dedans, il n'y a que du logiciel, c'est juste un PC. C'est pas une carte son, mais c'est une carte radio, ça marche pareil. Le PC calcule la forme d'onde, produit le signal radio. Les gens autour, ça peut être par exemple des policiers ou des gens dans un village, reçoivent Internet. Et comme c'est un PC, on peut mettre des petites applications en plus, comme une sorte de WhatsApp local ou pourquoi pas un système pour contrôler les machines d'une usine. Mais quel est l'intérêt d'avoir un réseau privé en quelque sorte Si par exemple, alors déjà il y a l'intérêt d'avoir du réseau là où il n'y en a pas. Ouais. Mais il est connecté à Internet ce réseau ? Si on met un Starlink ou quelque chose comme ça, on a l'Internet qui arrive à Starlink et puis les téléphones à 3 km à la ronde quand on est à la campagne qui captent du réseau. Et c'est vraiment petit, pas cher, rapide. Donc il n'y a aucune raison qu'on ait encore des zones blanches. Mais il y a une autre application qui est celle en fait qui est le vrai marché. C'est un truc où la France a été assez en avance. Aujourd'hui, les policiers ils utilisent WhatsApp. Ils ne devraient pas, mais c'est ça la réalité. Et ils font ça quand le réseau d'Orange ou de SFR fonctionne. Mais s'il y a une grosse manifestation ou qu'il y a eu par exemple un accident ou un désastre naturel, il y a des chances que le réseau de l'opérateur ne fonctionne plus. Oui, s'il y a trop de monde. Trop de monde, donc ça ne marche plus. Des pylônes détruits, ça ne marche plus. Mais ça n'arrive pas tous les jours non plus quand même. Heureusement, mais c'est justement le travail de la police ou des services de sécurité civile de pouvoir travailler quand les choses qui n'arrivent pas tous les jours arrivent. Certes. Donc ils viennent avec l'idée, c'est qu'ils vont venir avec un petit boîtier qui est une petite station 4G ou 5G, avec un téléphone, c'est comme ça qu'on travaille aujourd'hui, on ne travaille plus avec des walkie-talkies mais avec des smartphones, et ils recréent comme ça instantanément le réseau qui leur permet de travailler n'importe où. Donc d'échanger des informations écrites, des photos, des images. Regarde ce qui se passe à tel endroit, est-ce que c'est bien là que je dois aller ? Et donc ça c'est le premier gros cas d'application. Le deuxième c'est quand on veut dans une usine piloter des machines, s'appeler entre collègues ou même avoir de l'accès à des données. Avant on avait du Wi-Fi, plus des téléphones sans fil, plus des walkie-talkies. Aujourd'hui un seul réseau 4G ou 5G qui fait tout et qui couvre avec une seule station toute l'usine. Et ça marche même quand l'usine est déconnectée d'Internet. Donc vous l'avez un peu évoqué, mais qui sont vos clients aujourd'hui ? Alors, numéro 1, les gouvernements pour tout ce qui est police, défense, ce genre de choses, en Asie. Et numéro 2, ce sont des usines, plutôt en Allemagne, parce que les Allemands aiment beaucoup la 4G et la 5G, pour avoir un seul réseau pour gérer tout ce qui est mobile dans l'usine.
Et en 3, mais ça arrive beaucoup plus lentement, les opérateurs qui en fait sont très très conservateurs dans leurs achats et ont beaucoup de mal à sortir de leurs fournisseurs traditionnels. Oui, c'est la sécurité aussi. C'est surtout qu'ils ont des contrats qui disent que si on branche un équipement non certifié par l'un des 4 grands, donc les 4 grands c'est Huawei, ZTE, Ericsson et Nokia, il faut payer une certification qui coûte plusieurs millions d'euros et sinon on perd la garantie et donc ils ont peur de perdre la garantie, donc ils ont peur de connecter quelque chose et dépenser plusieurs millions pour essayer quelque chose dont on ne sait pas s'il va marcher, ils ont peur aussi. Donc ils ont peur, donc ils font rien. C'est pas la sécurité, c'est la peur. Ouais. Alors qu'est-ce que... Donc il y a un élément de souveraineté finalement dans ce type d'équipement. Alors il y a un énorme élément de souveraineté qui est que c'est que du logiciel. Donc ça marche sur du processeur Intel. Mais si Intel devient pas sympa, ça marche sur du AMD. Si ça passe bien avec AMD, on peut mettre un équivalent d'AMD chinois qui s'appelle Hygon. Et si on n'est pas content des Chinois, on peut mettre de l'européen avec du NXP, puisque ça tourne sur le jeu d'instruction ARM. Donc c'est un jeu d'instruction anglais. Et aujourd'hui, on arrive même à faire tourner ces logiciels sur des Raspberry Pi. Ça demande très très peu de puissance de calcul. Donc on choisit le fournisseur qu'on veut. En matière de souveraineté, il y a la peur de se faire espionner, c'est une chose, ça existe. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus grave, c'est le prix auquel on paye les composants. Ouais. Si votre fournisseur Intel les vend 10 fois plus cher à vous qu'à Google, vous aurez du mal à remporter des contrats. Et donc avoir plusieurs fournisseurs, c'est toujours bien. Ça évite qu'un se mette à vendre un petit peu trop cher de façon arbitraire. Et donc on a le code source, on peut vérifier qu'on ne va pas avoir des backdoors. On peut choisir le fournisseur du processeur dans n'importe quelle région. Donc on est souverain. Voilà, donc cette station de base 4G, 5G qui tient dans une boîte à chaussures. Merci. Boîte à chocolat. Oui, qui tient dans une boîte de gâteaux, une boîte à chaussures, enfin bon. Merci Jean-Paul Smet de Rapid Space. Merci.